fois, les mamans, elles donnaient des gâteaux. Il me dit, oui, mais moi, je te parle du macro. Je dis, oui, mais moi, je te réponds le micro. Portrait d'Alia, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Steve Ohana. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la ville de Ra'anana, qui est au nord de Tel Aviv, une ville qui se développe. On voit des constructions partout dans cette ville, dans toute cette région d'ailleurs, des environs de Tel Aviv, avec un grand développement. Steve Ohana, on va parler évidemment de la manière dont s'est passée votre Alia. Peut-être un mot, comme je le demande de façon générale aux personnes de cette série, comment ça se passait avant, dans quelle situation étiez-vous, et puis jusqu'au moment où la décision se prend de venir en Israël. Comment ça se passait avant? Eh bien, écoutez, je peux dire que je vivais avec une dualité liée à mon identité juive, c'est-à-dire toujours cette idée d'une double allégeance, d'un problème identitaire entre être juif, être français. Et jusqu'aux années 2000, je pense que cette dualité, je la vivais bien. J'étais français et de manière privée, intime, j'étais juif et ça se passait bien. À partir des années 2000, donc l'intifada, seconde intifada et la montée de l'antisémitisme dans les banlieues, plus tout cet antisionisme latent qu'on voit dans la presse et puis chez les collègues de bureau et puis même chez des amis, etc. Tout ça, cette dualité a commencé à devenir très forte. Il y avait une contradiction en fait entre le fait d'être un Français épanoui et le fait d'être un Juif épanoui et fier. Mais ce n'était pas spontanément, c'est par ce qu'on vous renvoyait que la contradiction s'est manifestée davantage. Voilà, je pense qu'en fait, pour être honnête, elle devait être là, latente. Elle est là depuis la création d'Israël. Je pense que cette dualité est là, en fait, puisqu'il y a un mouvement national auquel tous les Juifs de diaspora sont conviés à participer. Donc forcément, pour tout Juif de diaspora, il y a la question qui vient. Rester là où il est né, là où ses parents sont venus, pour moi du Maroc, ou alors aller rejoindre le mouvement national juif. J'étais déjà sioniste même avant les années 2000, donc la question devait être là. Mais finalement, sans cette pression extérieure, cette question restait en sommeil. Comment elle se manifestait cette pression? Après les années 2000. Oui. Alors c'est 1001 petites on va dire harcèlement du quotidien par les collègues de bureau, en ouvrant les journaux, en allumant la télévision. Je pense que les collègues de bureau, c'est quelque chose, ça fait partie des moments les plus difficiles à supporter. Quand après avoir vu des scènes difficiles de violence à la télé, le lendemain matin, ils vous considèrent comme ambassadeur de l'État d'Israël et qu'ils vous demandent de justifier en fait ce qui a été fait la veille par votre Premier ministre ou votre gouvernement. Et là, vous sentez immédiatement, vous vous sentez très mal en fait. Vous vous sentez très mal. À la fois, vous avez envie de dire, mais je ne suis pas l'ambassadeur d'Israël, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, je suis français. Mais naturellement, vous l'êtes en fait, vous l'êtes. Et ils ont raison d'une certaine manière. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pour reconnaître qu'ils avaient raison. C'est que quand j'ai fait l'Alia, finalement, j'ai lâché, j'ai dit, en fait, ils ont raison. Je suis effectivement pris dans cette dualité. Quand je suis face à eux, je suis effectivement l'ambassadeur d'Israël. Je ne suis pas n'importe quel citoyen français. Je ne peux pas jouer la carte du citoyen français lambda. C'est pas honnête, finalement. Et ils l'ont perçu. Donc, finalement, ils ont été même plus perspicaces que moi. Ils ont compris les choses avant moi. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je les maudissais. Aujourd'hui, je les en remercie. C'est-à-dire que finalement, ça a accéléré le processus. Tout est pour le mieux. Tout est dans l'ordre des choses, finalement. Donc, voilà comment j'ai vécu tout ça. Ça a été une lente prise de conscience. Dans un premier temps, vous vous révoltez, vous vous battez. J'ai créé une association Allons Enfants. Ça vous donne l'idée, citoyenne, transculture, avec des Français d'origine maghrébine, des chrétiennes, etc. Donc, vous avez cette envie-là de citoyenneté, et puis progressivement, en fait, les illusions et les rêves, etc., disparaissent. Vous voyez que tous les combats sont vains, que la dualité reste et qu'elle est plus forte que jamais. Et puis il y a Ilan Halimi, et puis il y a Ozar Torah, et l'école à Toulouse, Mohamed Merah, et puis ensuite il y a l'hypercacher. Bon, là, à ce moment-là, au moment de l'hypercacher, la décision venait d'être prise déjà qu'on ferait l'Alia. Ça est venu un petit peu conforter. Et à l'été 2015, nous l'avons fait. Alors après,
ça c'est tout l'aspect, disons, français des choses, mais il y a on va dire un sentier parallèle derrière tout ce chemin d'Alia, c'est tous nos voyages en Israël. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste ressenti ce côté négatif d'une dualité français-juif qui nous poussait dehors, mais on a aussi ressenti un appel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on venait en Israël passer des vacances, on se sentait faisant partie du destin israélien. Les discussions avec des chauffeurs de taxi, des discussions avec des commerçants, des discussions avec n'importe qui dans la rue, nous ont donné le sentiment qu'on était appelé vers ce pays. Et à chaque fois qu'on rentrait en France, c'était le même déchirement finalement, de quitter notre vraie maison et d'aller vers quelque chose qui ne nous correspondait pas fondamentalement. Et donc il fallait refaire le deuil. Et au bout de quelques mois, on re-rentrait dans le tunnel et c'était reparti jusqu'aux prochaines vacances. Donc voilà, c'est à la fois ce sentiment insupportable de la dualité, de plus en plus pesant de la dualité en Israël, et ce sentiment d'être appelé en Israël, par Israël à chaque fois qu'on venait ici. La somme des deux a fait qu'à la fin, on a pris la décision d'Alia. Pourtant, il y a des choses qui retiennent, à commencer par le travail, la réussite sociale, qui était votre cas. Oui, alors... Comment on arrive à dépasser ça ? J'ai fait des études d'ingénieur prestigieuses, un diplôme prestigieux, polytechnique. J'ai même, la première année, c'était l'armée française, donc j'ai défilé le 14 juillet devant le président. Donc voilà, tout ça, pour ma famille et pour moi, c'était un peu la consécration. J'avais atteint le sommet de ce qu'on pouvait faire en tant que jeune Français. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que la fin de Polytechnique, c'est l'année 2000, justement. Précisément. C'est-à-dire, vraiment, il y a une écriture derrière tout ça qui est quasiment parfaite. Et c'est précisément à partir de ce moment-là où l'avenir, j'étais appelé à un magnifique avenir de Français, appelé à prendre des responsabilités en tant que Français, en tant que citoyen et en tant que décisionnaire, manager, tout ça, que finalement, tout s'est étiolé, tout s'est effiloché, tout s'est effondré, mais de manière très, très progressive. Tous les rêves finalement que je pouvais cultiver par rapport à ce destin français et aussi pour mes enfants, dont j'espérais qu'ils fassent encore mieux que moi en France. Finalement, bon, les enfants, on les a eus à partir de 2008, donc déjà les rêves... mais avant d'avoir des enfants, j'espérais que mes enfants que j'aurais un jour feraient encore mieux. C'est ça que je voulais dire. Et voilà, en fait, tous ces rêves se sont progressivement effilochés et puis... Et finalement, on l'a fait quand même la belle carrière pour moi de prof de finance, etc. Parce qu'on est, voilà, avec tout le diplôme qu'on a, et effectivement, et le bagage, ça se fait. Mais en tout cas, la projection est de plus en plus distante vis-à-vis de la France. On ne se projette pas. L'absence de projection fait que aussi, au niveau de la carrière, ça se ressent. Vous ne faites pas les choix qu'il faut pour vous élever, en fait. Et tout ça se passe de manière inconsciente. C'est qu'après que vous regardez un regard rétrospectif sur tout ça et que vous dites « Ah oui, en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour aller vers des postes de responsabilité, etc. » Parce que inconsciemment, je pense que déjà, j'avais décidé que c'était pas ma place. Vous vous projetiez sur Israël. Voilà. Quand vous arrivez là et depuis, est-ce qu'il y a cette projection? Est-ce qu'elle est confortée modifié, déçu parfois, ou est-ce que c'était à peu près la projection que vous aviez ici? En fait, je pense qu'on a des croyances avant d'arriver ici et que ces croyances sont néfastes, elles sont très dangereuses. Il faut absolument... Donc si je devais donner des conseils aujourd'hui à des Olim en devenir, ce serait vraiment de n'en avoir aucune. C'est-à-dire, vous venez en Israël juste avec une seule, à mon avis, il y a un seul objectif, c'est de résoudre cette dualité. C'est la seule chose qu'apporte Israël en général, de manière universelle. C'est la résolution de la dualité. On était des Juifs de diaspora, ce qui crée un problème, en tout cas dans beaucoup de pays, peut-être moins dans des villes comme New York, Los Angeles, etc., parce qu'on peut être fier d'être juif encore aujourd'hui, mais pour combien de temps dans ces endroits-là? En France, ça devient de plus en plus difficile. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en faisant le choix de faire l'Alia, vous allez résoudre ce problème de la dualité. Et c'est déjà énorme. Énorme. C'est-à-dire que ça résout énormément de choses, en fait. Vous résolvez avec ça aussi l'avenir, le destin de vos enfants, enfin plein de choses.
Mais il ne faut pas attendre autre chose, c'est-à-dire ce n'est pas une manne qui va tomber du ciel, ce n'est pas le pays où coule le lait et le miel, c'est rien d'autre que ça. Après, c'est à vous-même de faire le travail pour finalement vous débarrasser de toutes les croyances, vous débarrasser de toutes les peurs, vous débarrasser de tous les besoins de reconnaissance, de statut, peut-être aussi certaines notions financières. Et c'est ce travail-là intérieur qui va faire que vous goûterez ou pas, que vous profiterez ou pas de l'Alia, que vous le vivrez comme une expérience enrichissante, épanouissante ou pas. Mais il ne faut pas attendre quelque chose du pays. À partir du moment où vous avez enlevé vos croyances, vous êtes prêt à justement tirer le meilleur de l'Alia. Parce que vous avez une pensée positive, parce que vous êtes ouvert à recevoir, vous êtes ouvert à donner et ouvert à recevoir et tout se passe comme ça ici. À partir du moment où votre esprit est bien, il est clean et que vous dites que les gens sont là pour votre bien, que le pays est là pour votre bien, etc. et que vous enlevez toutes vos croyances sur les Israéliens sont comme ci, les Israéliens sont comme ça, les Français ne peuvent pas s'intégrer, les Français ne sont pas bienvenus, l'Alia c'est dur parce que, ou des choses comme ça. Toutes ces croyances limitantes, à partir du moment où vous les enlevez et que vous êtes juste ouvert à votre entourage, à qu'est-ce que j'ai envie de faire ici, essayez de chercher juste vos désirs. À ce moment-là, les choses viennent naturellement. À ce moment-là, l'hébreu vient. À ce moment-là, les amitiés israéliennes viennent. Les gens perçoivent que vous êtes comme ça, prêts à donner, prêts à recevoir. Et donc, ils viennent vers vous et les choses viennent. Si vous êtes crispé là, à attendre que le pays fasse quelque chose pour vous, que le pays reconnaisse votre diplôme absolument tout de suite, que votre profession, vous puissiez l'exercer tout de suite, pas dans un mois, mais tout de suite, etc. À ce moment-là, la crispation vient. Vous commencez à nourrir des rancœurs, à vous dire que ça aurait dû être comme ça ne s'est pas passé comme prévu, etc. Et là, l'énergie n'est pas favorable. L'énergie n'est pas favorable pour que l'Alia se passe bien. Vous n'allez pas saisir les opportunités, les reconnaître tout simplement, comme elles viennent. Vous n'allez pas pouvoir nouer des amitiés. L'hébreu ne viendra pas non plus. Donc c'est très intéressant. Je pense que finalement, tout se passe à l'intérieur. À partir du moment où vous avez juste compris que vous êtes ici pour résoudre le problème dualité juif en diaspora et que tout le reste après dépend de votre travail intérieur pour être heureux ou pas ici. Je rebondis sur la parenthèse, l'hébreu vient ou l'hébreu ne vient pas, comme s'il y avait une disposition qui permettait d'apprendre que l'hébreu s'apprenne plus facilement, oui. En tout cas vienne à soi. Exactement. Ça vous l'avez senti? Oui, il y a des gens bloqués, on sent des olim bloqués, des aliotes bloqués. Ça fait beaucoup de peine de voir ça. Et en général, l'hébreu bloque? Oui, tout bloque. Et ils disent, mais je ne comprends pas comment tu as fait toi pour apprendre l'hébreu, etc. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème. Et vous le prenez à l'envers. À partir du moment où vous oserez décider, mais c'est très dur de décider, que vous êtes heureux. En fait, vous prenez la décision que vous êtes heureux dans l'Alia, que vous êtes heureux en Israël. À ce moment-là, comme par magie, l'hébreu, vous l'apprendrez, les discussions, vous les aurez, les amitiés, elles viendront, même les jobs, ils viendront en fait. Mais c'est une décision très dure à prendre. Plus vous venez tard, plus vous arrivez tard, 30 ans, 40 ans, etc., plus c'est dur. Et les retraités, c'est encore plus dur. Même ceux qui n'ont aucun problème financier, parce que le problème financier est un problème, mais ce n'est pas le principal problème. Le problème, c'est les croyances. Donc, plus vous venez avec des croyances, avec un bagage de croyances, plus ça va être très dur. Parce que, évidemment, vous allez attendre des choses et vous allez attendre que quelque chose se passe. Et cette chose ne se passant pas, vous allez nourrir des rancœurs et des frustrations, etc. Vous allez dire, c'est de la faute des Israéliens, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, du pays. Et en France, on avait ci et là, on n'a pas ça. Et là, vous rentrez dans un cycle infernal. Et là, effectivement, c'est sûr que l'hébreu ne viendra pas, etc. Parce que vous êtes bloqué. L'esprit est complètement bloqué, même pour parler hébreu. Donc voilà, c'est, je pense, quelque chose de clé. Et je pense qu'on est très, très mal préparé. C'est quelque chose que moi, par exemple, en tant que juif français préparant l'Alia, je n'avais pas entendu de la part de quelqu'un. Donc j'avais nourri des projections, etc. Et la première année, il faut justement apprendre à déconstruire tout ça et vraiment se réveiller avec un œil complètement neuf, comme si vous renaissiez en réalité, et vierge de toute croyance.
Genre, tout ce que vous pensez être vrai sur Israël, vous le remettez en doute. Et sur vous-même. En fait, c'est les deux. Vous le remettez en doute. Rien n'est vrai, je ne sais rien. Je ne sais rien. Et je ne suis guidé que par mon intuition, mon désir de tous les jours, de où est-ce que la vie m'appelle, où est-ce que le kiff m'appelle, où est-ce que j'ai envie d'intervenir dans ce pays, comme ça, avec mes sens. Juste, j'écoute, je regarde, qu'est-ce qui m'émeut, à quelle œuvre caritative j'ai envie de participer, quel projet associatif j'ai envie de créer. Nous, dans notre cas, on a créé avec mon épouse et d'autres amis une association de cinéma parce qu'on voulait apporter la culture française aux Israéliens et on voulait en même temps apporter la culture israélienne aux limes français. Et pour nous, la culture, le cinéma, c'est très important au niveau culturel. Donc on s'est dit, on va créer notre association de cinéma. C'est pas quelque chose, on n'a rien attendu. On a vu qu'à Ranana, il n'y avait pas de club, de ciné-club. On a dit, on va le créer. Tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est-à-dire, en France, finalement, on avait l'habitude que tout existe déjà. Et on consommait, on prenait. Il y a 1000 ciné-clubs, on ne va pas créer un 1001e, ça n'a aucun intérêt. À Ranana, il n'y en avait pas. Donc on l'a créé. Et c'était merveilleux. Et puis après, au moment où ça nous a embêtés, on est passé à autre chose. Et puis il y a d'autres désirs qui vont venir. Et voilà. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut réussir son alia. Qu'est-ce qui a changé chez vous, fondamentalement, depuis 4 ans? Je pense que en France, vous êtes, surtout à l'âge que j'avais atteint, vous finissez par être... finalement, vous vivez à travers le regard des autres. C'est-à-dire que vous êtes polytechnicien, vous êtes prof de finance, vous êtes économiste. Et tout ça finit par vous habiter. Et vous y croyez vous-même. Vous oubliez notre indétermination fondamentale. Cette conception sartrienne qu'on peut se réinventer à tous les moments de l'existence, rechoisir son destin à tout moment, etc. Et parce que cette détermination fait très peur en réalité. Et finalement, en France, avec tous les statuts accumulés, etc., au cours du temps, vous devenez déterminé. Un homme déterminé. Déterminé par son passé. Et vous vivez plus tellement dans le présent. Et donc, votre futur va finalement être à l'image du passé, va être une projection du passé. Et ce qui s'est passé, l'ALIA introduit une rupture fondamentale dans ce schéma. C'est-à-dire que j'ai compris la philosophie de Sartre au moment où j'ai fait mon ALIA. C'est un choix de liberté totale. À partir du moment où vous faites l'ALIA, vous dites que plus jamais le futur ne sera pareil parce que quand vous avez été capable de faire un tel choix qui engage non seulement votre avenir mais celui de vos enfants, parce que ce n'est pas juste une expérience d'expatriation de 2 ans, vous projetez à 100 générations là cette fois. Plus encore que le choix qu'avaient fait mes parents quand ils sont venus du Maroc en France. Parce qu'il y a l'idée d'une destination finale, de terminus, tout le monde descend, quoi. En fait, oui, à partir du moment où vous avez fait un tel choix, vous vous rendez compte qu'on est vraiment libre de tout. Il n'y a aucun déterminisme. On est capable de faire ça, ça veut dire que tout le reste de sa vie, on sera capable de tout faire. Donc j'étais économiste, mais je peux faire autre chose. Je peux être psychanalyste, je peux être coach, thérapeute ou absolument n'importe quoi. J'ai aucun déterminisme. Et non seulement vous, mais l'espèce humaine en général, vous portez un autre regard sur l'espèce humaine. Ça va avec l'ALIA, ça va dans le package de l'ALIA. Et nos enfants le ressentent ça déjà. Ils disent, mais ça veut dire, papa, maman, ça veut dire qu'on est capable de changer sa vie comme ça. Ça veut dire que moi aussi, à 18 ans, ou à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, l'âge auquel vous avez fait l'ALIA, je serais aussi capable de changer de pays, etc. Oui, bien sûr. Donc, en fait, vos enfants aussi, ils héritent de cette idée qu'on peut à tout moment réinventer sa vie, y compris à un âge avancé. D'ailleurs, nos parents, ça les inspire aussi. Tout notre entourage est inspiré par ça. Je pense que chaque expérience individuelle d'Alia joue un rôle inspirateur pour plein de monde. Changer sa vie, et est-ce que ça veut dire aussi changer le monde ou c'est pas, il n'y a pas cette conscience-là? En fait,
je pense que l'ALIA vous fait prendre conscience que changer le monde peut être fait qu'à partir du moment où vous faites un travail sur vous-même. J'avais déjà l'ambition de changer le monde quand j'étais prof d'économie en France. J'ai des idées un peu iconoclastes. J'ai écrit un livre qui disait qu'il fallait désobéir pour sauver l'Europe. Donc sauver l'Europe, c'était déjà très ambitieux, et désobéir aussi. Donc j'avais déjà cette velléité de changer le monde. Mais tant que je ne m'étais pas changé moi-même, en fait, rien n'allait se passer. D'ailleurs, je ressens ce que j'ai fait un peu comme un échec. Mes idées étaient bonnes, je pense. Elles étaient peut-être prophétiques même. Mais je n'étais pas dans le bon créneau. C'est-à-dire qu'il y a des combats perdus. Des combats perdus. Par exemple, l'alliance entre l'identité juive et l'identité française, fondamentalement, c'est un combat perdu. C'est ce que j'avais voulu faire dans les années milieu des années 2000. L'idée qu'on va pouvoir éveiller les consciences pour changer l'Union européenne de l'intérieur, etc., de manière démocratique, apaisée, etc., par le combat intellectuel aussi, je pense que c'était un combat perdu. Et j'ai appris maintenant, aujourd'hui, à discerner beaucoup mieux les combats perdus, les causes impossibles, des causes qui valent la peine. Et l'ALIA, pour moi, c'est quelque chose qui valait la peine, justement. C'était un combat sur moi-même pour sauver, entre guillemets, ma propre dualité, résoudre ma propre dualité, résoudre mon propre problème identitaire, et ça a été un succès. Parce qu'effectivement, le jour où vous posez les pieds sur la terre d'Israël, le problème identitaire est réglé. C'est ça qu'il faut bien, à mon avis, bien dire, parce que c'est la chose la plus importante de l'ALIA. Donc, à partir du moment... Donc, juste pour reprendre sur les combats, etc., maintenant que j'ai réglé mon problème identitaire, maintenant que ça s'est fait, c'était la première chose à faire, la chose la plus importante, à ce moment-là, effectivement, on peut se poser la question de dans quelle direction on peut changer le monde, etc. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du travail que j'ai fait sur moi-même, c'est que par le travail sur soi collectif, c'est-à-dire chacun travaillant sur soi, et chacun qui a travaillé sur soi, appelant l'autre, tirant l'autre pour travailler sur soi, c'est que ce travail-là, de chacun sur soi, qui va nous amener à quelque chose de positif au niveau global. C'est-à-dire qu'arriver avec des systèmes idéologiques très figés en disant Israël doit être ça, le monde doit être ça, l'Europe doit être ça, etc., je n'y crois plus beaucoup. Je pense que quand chacun étudie, finalement, le monde se répare. Ça, c'est quelque chose de très important dans l'étude juive. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Mais l'étude, pour moi, ce n'est pas que l'étude de la Guémara, c'est vraiment l'étude intérieure, l'introspection, le travail sur soi, se débarrasser de ses croyances. Si tout le monde, ses croyances limitantes, et si tout le monde fait ce travail-là, et si tout le monde prend conscience de l'importance de faire ce travail-là à l'échelle globale, à ce moment-là, quelque chose automatiquement ira mieux, sans même besoin de faire intervenir une idéologie et un système. Voilà, parce que les ponts se dresseront, les accords de paix se trouveront et se signeront, etc. Mais on est très loin, on est très très loin de ça, y compris en Israël. Et d'ailleurs, moi, le combat politique, je l'ai abandonné aussi au niveau israélien. Je ne me suis pas engagé spécialement dans une cause politique, etc. Parce que j'ai très vite compris, beaucoup plus vite qu'en France, étant donné tout ce que je vous ai expliqué, la vacuité, la vanité de toutes ces causes, de tous ces partis, de toutes ces idéologies et tout qui ne mènent absolument à rien, qui tournent en rond depuis 30, 40, 50 ans. Et donc, voilà, j'embrasse d'autres causes. La plus importante étant de me perfectionner moi-même. Voilà. Et donc là, on voit bien que finalement, cette nouvelle identité, comment elle se définit relativement pour soi-même et relativement aux autres. C'est-à-dire que ce travail sur soi, il n'a de sens aussi que parce que vous vous inscrivez dans une société qui est sur ce mode-là, sur ce mouvement-là, qui essaye de sortir de ses croyances limitantes, comme vous dites. Ce travail sur soi en France, par exemple, n'aurait pas été forcément, n'aurait pas eu le même sens ou la même force. C'est vrai. Ce qui veut dire qu'il y a une interaction permanente entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est peut-être ça la nouvelle identité aussi, qui est un peu collective, malgré tout, même si elle est très centrée sur soi.
C'est intéressant. Je pense qu'on trouve des personnes qui travaillent sur elles-mêmes partout. Et il y en a énormément en France. Et l'ironie de la question, c'est que justement, là, récemment, j'ai eu un appel vers toute cette spiritualité, et tout, plutôt en France qu'ici. Et moi, je dis juste une chose très simple à ce sujet, c'est que pour un juif qui vit en diaspora, Israël lui permet de résoudre cette dualité. À partir du moment où il a résolu cette dualité, il peut commencer le travail sur lui-même. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Après, pour un non-juif, pour quelqu'un qui n'a pas la même problématique ou qui aurait résolu sa dualité vivant en France, parce que j'en connais quand même. Je ne suis pas sûr à quel point ils l'ont fait, si c'est du 100% ou du 90%, mais en tout cas, ils me disent l'avoir résolu et je le respecte et je l'accepte. Alors, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin. C'est pas grave. Enfin, l'ALIA, elle vient vraiment pour résoudre cette dualité. À partir de ce moment-là, peut commencer le travail sur soi. Ici, on trouve effectivement pas mal de gens, de juifs qui vivent en accord avec eux-mêmes, qui vivent sans cette contradiction de juifs de diaspora, juifs et français, juifs et autre chose. Et donc, qui peuvent aller plus loin, à mon avis. Plus loin dans la joie, plus loin dans la transmission, plus loin dans le don de soi, plus loin dans la spiritualité. Et à ce moment-là, effectivement, au niveau collectif, il y a aussi quelque chose qui se passe. Une énergie. Oui, exactement. Il y a une énergie qui se passe. C'est évident. Qui rejaillit aussi sur soi-même, évidemment, forcément. Complètement. Qui vous aide justement à dépasser toute la dualité, les contradictions que vous aviez quand vous étiez juif de diaspora. Parce que là, ça donne une identité, finalement, individualo-collective, on pourrait dire. On passerait d'une identité individuelle dédoublée à une identité individualo-collective mêlée. C'est vrai. En fait, c'est difficile de faire la part entre quand on s'occupe de soi, quand on s'occupe des autres. C'est vrai. Alors effectivement, cette identité collective, elle se ressent pas tellement dans la politique, finalement, pas tellement dans l'idéologie, mais finalement dans la force de vie quotidienne, qui est énorme, qui est juste énorme. Exemple, alors depuis 2015, on n'a pas connu de guerre. Là, en ce moment, des roquettes tombent, mais on n'a pas connu vraiment de situation de guerre. On nous a dit à quel point, pendant les situations de guerre, on sentait une force de solidarité énorme, etc. Les voisins s'aident. Vous voyez un enfant qui n'est pas le vôtre, mais qui a besoin de votre aide, vous le prenez comme votre propre enfant, etc. Donc ça, on n'a pas encore connu, mais même en dehors de ces situations de guerre, vous sentez une bienveillance réciproque des uns vis-à-vis des autres. Alors après, évidemment, dans ce qui concerne les questions d'argent et les questions professionnelles et de carrière, etc., vous sentez une autre vibration. J'ai eu affaire un petit peu à ce monde-là et je peux vous confirmer que quand vous touchez aux questions d'argent et de carrière, etc., là, il y a une autre dimension de l'israélien qui se manifeste. Mais dans la vie quotidienne, la vraie vie quotidienne, donc par exemple la vie des enfants à l'école, là vous sentez vraiment une bienveillance réciproque. Pour vous donner un exemple, mon fils, il a eu un accident quelques mois après notre alia, un accident assez lourd. Il n'a pas pu aller à l'école pendant plus de 2 semaines. Il a été à l'hôpital pendant 1 semaine. On lui a rendu des visites quotidiennes, ses copains d'école, ses profs d'école lui ont rendu des visites quotidiennes avec des cadeaux, des dessins, des livres entiers de dessins et de mots de la part de chaque élève de la classe. Et venant de France, on s'est dit mais waouh, c'est incroyable. Et voilà, donc, et à chaque naissance, vous savez, il y a une tradition qui est que quand une personne de l'immeuble a un bébé, pendant quelques semaines, voire 1 mois, on va lui apporter, tous les voisins de l'immeuble et au-delà vont lui apporter des plats tout préparés pour manifester leur solidarité, leur joie, etc. Voilà, et quand on compare au rapport humain qu'on pouvait avoir dans notre appartement des Batignolles à Paris, etc., on voit un contraste immense. Je vais vous donner quelques exemples là-bas et vous allez voir. Par exemple, là-bas, ce n'était pas rare qu'à 8 h du soir, on ait la visite du voisin d'en dessous, qu'on connaissait pourtant très bien, parce que nos enfants couraient trop et ça faisait du bruit. Ici, ce n'est pas quelque chose de concevable. Ce n'est pas rare qu'on nous jette nos poussettes qui gênaient dans le hall d'immeuble, dans les escaliers,
n'importe comment parce que ça énervait les gens. C'est pas rare. Une fois, on a même eu une dénonciation sur notre nounou parce qu'elle poussait un peu trop fort avec la poussette sur la porte de l'immeuble. Voilà, c'est vraiment des choses qui vous permettent de percevoir l'écart immense qu'il y a entre la vie quotidienne en Israël et cette bienveillance permanente et la bienveillance de tout le monde vous poussant vous-même à être bienveillant parce que vous vous sentez toujours moins bienveillant que les autres. Donc vous vous dites non, mais je ne suis pas à la hauteur, quoi. Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Il va falloir que j'ajuste tout mon... Comme le référentiel est tiré vers le haut, comme ça, vous vous sentez vraiment vous-même tiré. Vous ne pouvez pas vous rester dans votre petit truc de dénigrement ou de jalousie ou de machin. Vous vous sentez vraiment tiré au-delà. Vous n'avez pas le choix. Et voilà, et vous avez cette mesquinerie que je vous ai décrite à travers quelques exemples dans notre vie des Batignolles. Voilà. Alors après, j'ai bien conscience que la vie en province, en France, n'est pas la même que la vie à Paris. J'ai vécu moi-même en province et j'ai vu des exemples qui ressemblent plus à la bienveillance israélienne. Je l'admets, mais quand même, c'est frappant. Si c'est en ville même que ça peut se passer. Ouais. Par rapport au fait d'être juif ici, est-ce que vous oubliez que vous êtes juif ici? Ouais, un petit peu. En fait, c'est une option. C'est une option. Vous avez la possibilité d'oublier que vous êtes juif, effectivement. Puisque à partir du moment où la dualité est résolue, en France, vous êtes toujours ramené à votre identité juive, même si vous ne le vouliez pas, finalement. Ici, vous avez la possibilité d'oublier que vous êtes juif. Et certains utilisent cette option, on le voit bien. Ou alors, disons ils choisissent leur identité juive à la carte. C'est un peu du Yom HaShoah, parce qu'il y a le souvenir des grands-parents ou des oncles qu'ils ont pu perdre à ce moment-là. Et à ce moment-là, leur identité juive se manifeste à travers ça. Ou ça peut être Yom Kippour juste. Ça peut être juste à certains moments précis, là, ils se raccrochent à l'identité juive. C'est vraiment à la carte. Et c'est un choix libre. On revient sur l'idée sartrienne on définit qui on est à tout moment. Ici, vous pouvez vous définir à tout moment. Il n'y a personne qui va vous embêter. Si vous voulez faire votre barbecue à Yom Kippour, voilà. J'ai vu des familles israéliennes, ils ont juste un rituel, c'est qu'ils se réunissent avant Yom Kippour pour le repas d'avant Yom Kippour, après Yom Kippour pour la rupture du jeûne, mais entre les deux, mais chacun vit sa vie. Donc un frère va pouvoir manger du porc sur la plage, l'autre va pouvoir aller à la synagogue, etc. Mais personne ne se juge, personne ne se demande ce qu'ils ont fait. Ils ont juste la tradition de commencer le jeûne et de rompre le jeûne ensemble. Voilà, ça illustre bien l'idée qu'on se définit comme on veut ici par rapport à l'identité juive. Alors, revenons à vous. Ouais. Vous vous définissiez d'une certaine façon en France par l'extériorité aussi. Et aujourd'hui, comment vous vous définissez dans cette carte, dans cette carte? Quel menu vous avez choisi? C'est en train d'être écrit, je ne peux pas vous dire. Tout se définit quotidiennement. Est-ce que quelque chose a changé déjà? Quelque chose a changé dans la pratique, dans la manière de... Forcément, tout change parce que vous êtes dans un univers totalement différent. Là, au niveau de la pratique du Shabbat, par exemple, ça n'a pas changé. J'ai du mal à vous dire juste qu'il n'y a plus aucune contradiction, je suis en paix. Je n'ai pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, je n'ai pas besoin de quémander une reconnaissance de quelqu'un, je n'ai pas besoin de demander à un goy, par exemple, qu'il aime Israël ou qu'il protège, qu'il comprenne les Juifs dans leurs souffrances, etc. Donc tout cet aspect négatif de l'identité juive que je pouvais cultiver en France, tout ça est envolé. Ça n'existe plus. C'est un poids, mais de 10 000 tonnes qui m'a été enlevé des épaules. Il faut bien... C'est-à-dire, s'il y a vraiment une chose que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est ça. C'est que rien que ça, c'est énorme. C'est-à-dire, votre vie peut commencer finalement après ça. À partir du moment où on vous enlève cette charge de 10 000 tonnes sur les épaules, vous vous sentez ultra léger. Et vous commencez à goûter un air différent. La vie prend une saveur totalement différente. Et les choses peuvent commencer. Et moi, ça fait que 4 ans que je suis là et je ne sais même pas vous dire où je vais aller. Il y a des fois, j'ai envie d'études, il y a des jours, j'ai envie d'études.
que je n'ai pas encore faites, mais je me dis toujours que ça pourrait être fait un jour. Il n'y a aucun déterminisme là-dedans. Il y a des jours où j'ai envie de Shabbat. Je me dis, ah c'est horrible, les portables, j'en peux plus. C'est tellement génial, les familles religieuses qui n'ont pas ça pendant un jour, qui n'ont pas de techno pendant un jour et tout, c'est magnifique. Il y a des jours où j'ai envie d'être encore plus laïque que je ne le suis aujourd'hui. Tout est en train de se définir et je ne sais pas où je vais aller en fait, je ne sais pas. Je suis ouvert à tout. Si mes enfants veulent être Shomer Shabbat un jour, j'en serai très heureux. Il y a pas de problème en fait. Et le pays, où est-ce qu'il va? Est-ce que vous avez une perception de ça? Ou vous y pensez? Ou la vie va comme ça, on verra bien ce qui se passe? En fait, il y a une foi que je ne peux pas vous expliquer. Les roquettes tombent, des amis de France m'écrivent des WhatsApp un petit peu inquiets. T'as entendu les sirènes, mais en fait, il y a cette foi, cette énergie, cette force collective que vous sentez, qui est complètement mystique, inexplicable. De l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est un pays ghetto, assiégé, qui est à la veille de sa disparition. Vous êtes là, vous mettez le pied ici et vous ne sentez rien. Alors après, je dis pas, j'ai des amis qui se sentent angoissés ici, qui me parlent des roquettes, qui me parlent de l'avenir de l'État, qui sont dans des croyances limitantes, etc. parce que ça peut vous rattraper. Mais vraiment, venant de diaspora et arrivant ici, vous sentez une force inébranlable. Et je pense que cette force, elle vient du collectif, c'est-à-dire qu'en France, vous étiez 1%, une minorité qui représente 1%, en conflit avec d'autres minorités qui représentent beaucoup plus, 10 ou 20 fois plus, et baigné dans une majorité dont on sent l'indifférence globale et parfois même de la malveillance. Tout ça vous donne un sentiment de vulnérabilité immense. Vous arrivez ici, vous sentez la force du collectif, du peuple que vous habitez, vous transpercez les veines et les roquettes tombent, mais vous en fichez. Enfin, vous sentez fort parce que vous êtes pas ciblé en tant que les 1% des juifs parmi la population. Vous vous sentez tous forts, unis, dans le même bateau, avec une armée forte et vous sentez des vibrations fortes. Et ça ne vient pas du tout des discours politiques, pas du tout. Ce n'est pas Bibi qui m'inspire cette force, mais pas du tout. Ça ne changera rien, qu'il soit élu ou pas élu dans quelques semaines, ça ne changera absolument rien. Cette force vient de toutes les vibrations qui sont véhiculées par les gens, leur façon de penser, leur optimisme, leur allant, leur entrain, le fait qu'ils donnent sans aucun complexe leur enfant à l'armée, avec une foi totale. Tout ça, vous dites encore une fois, vous tirez vers le haut. Vous ne pouvez pas vous lamenter, il y a des roquettes qui sont tombées quand vous voyez ça. Quand vous voyez des gens qui font le sacrifice suprême d'envoyer leurs enfants à l'armée, et parfois ils en payent le prix le plus lourd, c'est-à-dire qu'il y en a qui perdent leur enfant. Et quand vous les entendez parler parfois quelques jours après, en disant qu'ils croient plus que jamais en Israël et qu'ils aiment profondément leur peuple et que si c'était à refaire, ils referaient exactement la même chose et qu'ils sont absolument fiers du sacrifice de leur fils, etc. Vous vous dites, mais qui je suis moi? Mais comment c'est possible de se lamenter sur son sort ou d'avoir peur après ça? Vous voyez des choses d'une telle élévation, d'un tel héroïsme que finalement tout vous paraît complètement dérisoire. Et vous vous dites, mais waouh, quelle chance j'ai de faire partie d'un collectif comme ça. Encore une fois, on s'en fout des politiques et tout. Ce qui compte, c'est cette force qui vibre dans le peuple. Et quelle différence avec ce que j'ai quitté, quoi. Parce qu'effectivement, vous vous dites, mais quand est-ce que j'ai vu des comportements comme ça en France? Qui, aujourd'hui, en France, est capable de dire, j'ai fait le sacrifice de mon fils pour la patrie et j'en suis extrêmement fier et si c'était à refaire, je le ferais? Pas grand monde. Surtout depuis qu'il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de conflits armés on va dire à grande échelle, il n'y a plus de service militaire obligatoire, il n'y a plus de sentiment national fort. Donc toutes ces valeurs-là en France, elles se sont complètement effilochées, elles se sont perdues. Et vous arrivez ici et vous voyez ça et vous êtes transporté par ça.
Donc le sentiment de peur et vous êtes dans un optimisme que vous ne pouvez même pas expliquer. Est-ce qu'Israël va réapprendre au monde d'avoir un sentiment national qui ne soit pas un nationalisme étroit? Ah, ben, je l'espère. Je pense que déjà, Israël joue un rôle inspirateur pour pas mal de pays en Europe. Quand vous voyez ce qui se passe en Hongrie, en République tchèque, en Pologne, etc. Après, on peut considérer qu'eux sont dans un nationalisme étroit, dangereux, etc. Mais on voit déjà la force d'inspiration et d'aspiration que représente Israël pour ces démocraties-là. On le voit pour Donald Trump aussi. Donald Trump se réfère souvent à Israël. On voit qu'aujourd'hui, le nationalisme en général, qui est en train de renaître de ses cendres parce que la mondialisation n'apporte pas le bonheur à tout le monde, eh bien, on voit que ce nationalisme-là se réfère systématiquement à Israël comme un point de comparaison, comme un référentiel. Et je pense qu'il le fait avec beaucoup moins de naturel et beaucoup moins d'équilibre qu'Israël. C'est-à-dire qu'on voit de l'excès. Aussi bien dans le nationalisme de Trump que dans celui de Orban ou de Salvini, 3 personnes qui admirent Israël et qui se réfèrent à Israël. On voit beaucoup d'excès. Israël a trouvé une façon de vivre ce nationalisme qui est beaucoup plus équilibré. Et je pense que si Israël a trouvé ça, c'est parce qu'Israël n'a pas été défini en réaction à quelque chose, ou en tout cas pas en réaction à ce processus de mondialisation actuel qui est en train de faire beaucoup de mal à l'identité, aux identités. Mais Israël est plus ancien. Israël s'est construit d'abord par des mouvements intellectuels du 19e siècle, l'Israël moderne, on va dire, et en réaction un peu à l'antisémitisme de l'époque. Puis ensuite, la Shoah a provoqué aussi une maturation. Je pense que Israël, par le fait que c'est un nationalisme plus ancien, plus mûr que les autres nationalistes de Salvini, Orban et Trump, a une maturité plus grande. Et j'espère que ça va infuser un petit peu sur les autres. Pour l'instant, vous parlez de l'Europe, de l'Amérique, mais ouais. Il y a aussi l'Afrique, l'Asie, ouais. Où il y a finalement une influence israélienne qui se développe, une diplomatie. Ouais. Est-ce que vous pensez que là, on arrive à un seuil où Israël va parler aux nations? Et pour dire quoi? Parler aux nations au sens qu'elle ne va plus être rejetée et qu'elle-même va pouvoir avoir la force de parler pour elle-même. Est-ce que, en gros, il y a un rôle d'Israël dans les nations? Pour l'Afrique et les États asiatiques, je pense que Israël est complètement a une autre signification, on va dire, que pour les États européens. Les États européens sont obnubilés par l'histoire du conflit israélo-palestinien, par le problème de la Shoah, par la dimension morale d'Israël. Est-ce qu'Israël est moral ou pas, etc. Étant donné la culpabilité que ça réveille chez eux. Voilà. Et étant donné les problématiques d'intégration musulmane, etc., auxquelles ils ont eux-mêmes à faire face. Donc voilà, c'est omniprésent chez eux. Pour les Africains et les Asiatiques, toutes ces questions sont complètement dénuées d'intérêt. Et du coup, ils voient Israël, à mon avis, avec des yeux beaucoup plus ouverts, réalistes, intéressants, finalement, que les Européens. Et c'est pour ça que les liens sont si forts. Hein. D'ailleurs, parfois, aux grandes dames des Américains, la Chine, il est question qu'elle prenne le contrôle du port de Haïfa. Il y a des choses qui ne plaisent pas du tout aux Américains, mais c'est complètement dans l'ordre des choses. L'Occident est en retard. L'Occident est obnubilé par le problème identitaire actuel, le problème d'immigration, le problème musulman, le problème de culpabilité qu'il a à gérer vis-à-vis des Juifs, etc. L'Asie, l'Afrique prennent le train de la modernité beaucoup plus facilement. Israël leur parle plus. La technologie israélienne n'est pas un problème pour eux. Il n'y a pas de BDS, il n'y a pas de problème de cet ordre-là. Donc oui, moi je pense qu'Israël a une carte énorme à jouer et avec ça, avec la croissance asiatique. Et elle le fait déjà, ils le font déjà. Il y a déjà en fait une réorientation du commerce et des liens d'investissement, des liens bilatéraux depuis l'Europe vers l'Asie
Et c'est très bien pour Israël et c'est très très dommage pour l'Europe. Est-ce que le messianisme est une croyance, quand vous dites paralysante, limitante? Le messianisme? Oui. Est-ce que ça serait une croyance parce que quand on vous entend, on voit que les choses sont là et que l'idée de mettre une grille idéologique, fût-elle religieuse, juive proprement dite, serait peut-être une erreur. Donc c'est pour ça que je vous demande, est-ce que d'avoir une visée, de vouloir avoir une visée particulière, même si elle est dans la tradition juive, disons, même si elle est partout, est-ce que ça serait peut-être quelque chose qui enfermerait aussi? Parce que finalement, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas quelle forme les choses peuvent prendre. Ici, on ne sent pas trop le messianisme, en fait. On le sent sans le sentir. C'est-à-dire que, effectivement, tout le monde est habité par une foi transcendantale et un amour de la collectivité, etc., qui le dépasse. Donc tout le monde est dans le dépassement de soi ici. Donc on pourrait appeler ça du messianisme. Mais c'est du messianisme qui n'est pas du messianisme, parce qu'il n'est pas explicite. Personne ne va vous parler du Mashiach, enfin très peu de gens, très très peu de gens. On va parler vraiment en passant de la reconstruction du Beth Amikdash, en passant comme une comme une toute petite bénédiction, en passant, etc. dans certaines circonstances. Mais ça obnubile pas les gens en fait. Les gens sont obnubilés par le présent. Ce sont que des gens du présent. En fait, je définis Israël comme l'état du présent. Donc ils sont pas. Effectivement, ils ont Yom HaZikaron et Yom HaShoah qui sont finalement des prétextes pour un tout petit peu se souvenir du passé, d'où l'on vient, etc. Mais justement, dès le lendemain, c'est pour dire oui, mais on a de la chance d'être dans le présent, d'avoir l'état, etc. Donc même le passé est l'occasion de célébrer le présent. Et je ne vous parle pas de Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance. Là, c'est un présent, mais puissance 10. Vous avez une célébration jouissive de ce que c'est d'avoir un état, de vivre dedans et d'être libre dedans, etc. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le présent, le messianisme, qui est justement une projection lointaine du futur et tout, est complètement derrière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la façon dont il goûte le présent est tellement spirituelle que cette idée-là du messianisme est quand même sous-jacente. C'est peut-être déjà un goût de l'ère messianique. Oui, exactement. Exactement. On a un avant-goût de l'ère messianique aujourd'hui, exactement, en vivant en Israël. Parce que justement, quand vous goûtez tellement au présent, vous approchez plus de la spiritualité, donc vous êtes déjà d'une certaine manière dans l'ère messianique. Puisque vous pensez plus qu'à donner, à recevoir. Vous n'êtes plus tellement dans le calcul, etc. Donc effectivement, on s'est rapproché de l'ère messianique. אז ישר כן, אני מנסה לדבר איתו. אוקיי, ביי. Là, on vous met un chanteur israélien très connu, mort, Arik Einstein.